i giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti valori a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Eh bien, bonjour à tous. D'abord, merci d'être venus aussi nombreux. Il faut dire que le sujet est particulièrement intéressant puisqu'il s'agit de la vie des bergers. Et on a la chance, pour traiter justement de cette question, d'avoir Pierre-Jean Lucioni, que, bien entendu, comme on dit, on ne présente plus. Simplement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore complètement, notamment je m'adresse à certains étudiants, eh bien, je voulais préciser que, justement, que Pierre-Jean Lucioni avait une formation d'historien, puisqu'il a suivi les études d'histoire à Nice à l'époque. Hein. Et donc, c'est important parce qu'on peut présenter les bergers de diverses façons, mais on peut également réfléchir sur une approche disciplinaire. Et alors, lorsqu'on sera, après la conférence, dans le jeu des questions-réponses, on aura l'occasion de soulever justement différentes orientations possibles à l'avenir sur un sujet qui est particulièrement riche. Et en particulier, on va aborder la question de l'occupation de l'espace. Et cette occupation de l'espace, il ne faut pas la considérer simplement d'un point de vue simplement, on va dire, ancien, un peu traditionnel, mais il faut voir comment cet espace a évolué aujourd'hui, comment il est perçu, mais aussi, et là je m'adresse plus spécialement aux historiens, de quelle façon est-ce que cet espace a pu être organisé et perçu dans les temps les plus anciens. Et donc c'est un élément important que de réfléchir sur un sujet comme celui-ci, dans le cadre, bien sûr, de l'environnement méditerranéen, avec une perspective qui est multimillénaire. Donc toutes ces questions, on va les aborder à travers la présentation de Pierre-Jean Lucioni, à qui je laisse la parole très volontiers. Alors, merci beaucoup, salut à tutti. Hein. C'est la première fois que tu me demandes de venir à l'université. Moi, je ne suis pas un grand conférencier. Hein. Je commente surtout des photos. Voilà. Bon, alors, si vous voulez, moi, je travaille à France 3 Corse. Hein, et j'avais dans l'idée, il y a 30 ans déjà, de faire un travail sur les savoir-faire. Bon, vous savez, en Corse, on vivait pratiquement en autarcie hein, dans les villages, donc il fallait fabriquer, il fallait créer des choses. Je me suis intéressé à cet aspect de la vie communautaire en Corse, et surtout les bergers, parce que les bergers, si vous voulez, le travail que j'ai fait m'a amené naturellement sur les bergers. Pourquoi les bergers? Parce que, bon, d'abord, ils étaient en permanence en mouvement, ils bougeaient tout le temps, hein, en fait, hein, et ils occupaient l'espace, hein, et ils ont façonné cet espace insulaire, parce qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer le rôle qu'a eu le pastoralisme dans l'histoire de la Corse. Alors, justement, là, je vous montre une photo, parce que c'est un peu pour revenir un peu à l'histoire du pastoralisme en Corse. Là, c'est une photo qui a été trouvée à San Stefano. Sous la carrosse, ce sont des 9 squelettes qui datés de 10 000 ans à peu près. Hein. Alors, ces gens-là ne sont pas encore éleveurs, ils sont chasseurs-cueilleurs. Hein. Alors, l'élevage, si vous voulez, apparaît en Corse comme partout dans le monde, en général vers 5000 avant Jésus-Christ. Alors, si vous voulez, pourquoi les transhumances? Alors, les transhumances, le mot, vous savez ce que ça veut dire? Trans, ça veut dire au-delà, et il y a un autre mot qui s'appelle humus pei. Aller au-delà des monts, le mot transhumant, c'est aller au-delà des monts. Aller d'un endroit, bouger, aller d'un endroit à l'autre. Alors, cette photo a été faite en 1898 dans les gorges de l'Inseca. C'est Tito Carafa à Bastia qui était photographe à l'époque. Donc c'est une des plus vieilles photos qu'on ait des transhumances en Corse. Mais les transhumances commencent depuis la préhistoire. Pourquoi elles commencent? Parce que les animaux se déplacent pour se nourrir, tout simplement. Et l'homme a suivi les troupeaux. Vous savez, quand il n'y a plus d'herbe en plaine, les animaux partent en montagne. Hein. Et c'est ça qu'en fait qui a fait que l'homme a dû, au fil du temps, s'organiser pour suivre les troupeaux.
Et quand on suit un troupeau, on change d'endroit. Hein. C'est-à-dire, vous quittez la plaine, vous allez en montagne, mais au début, c'est des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Il fallait qu'ils s'adaptent, ces nouveaux endroits où ils devaient vivre. Alors voilà, donc, photo transhumance encore. Cette transhumance, si vous voulez, elles ont façonné. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ces transhumances, si vous voulez, elles ont créé une mixité en Corse. C'est-à-dire qu'on a échangé des techniques, on a échangé le mariage, on s'est marié, on a échangé des vocabulaires, des mots. Vous allez dans le Liamone, par exemple, vous trouvez la manière de faire le fromage du Niolo. Vous trouvez des mots de Haute-Corse, dans le Sartenay, des mots du Sartenay, dans le Cap-Corse. Donc il y a eu un mélange de techniques, d'échanges. Et ça fait que... C'est pas celle-là la route, hein, la carte. C'est celle-là, hein. Vas-y, change. Change, tu peux changer, là. Oui. Voilà, encore une photo de transhumance à Porto dans les années 1940. Hein. Tu peux encore changer. Ce sont les derniers transhumants. Alors, un mot justement sur les transhumances. Parce que, si vous voulez, avant, les bergers qui transhumaient transformaient en montagne. Ils vivaient en montagne. C'est-à-dire, quand ils partaient avec le troupeau, ils vivaient, ils faisaient du fromage en montagne. Et il y avait une vie vraiment organisée. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Ils attendent que les troupeaux soient taris pour partir en montagne. Mais pour moi, ce ne sont pas des transhumances. Pour moi, ce sont des déplacements d'animaux. Oui, donc, le concept de transhumance a changé. Transhumance, ça veut dire vivre et produire en montagne. Et moi, c'est mon point de vue. Hein. Aujourd'hui en Corse, malheureusement, on n'a plus que 7 bergers, je dis bien 7, qui font du fromage en montagne. Vous vous rendez compte? 7 bergers qui transforment en montagne. Autre photo. Alors, si vous voulez, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans les transhumances, c'est elles sont toutes différentes. Il n'y a pas une transhumance qui ressemble à une autre. Pourquoi? Parce que les bergers vivaient à la montagne. Ensuite, ils descendaient sur la plaine, ils vivaient 8 mois en plaine et remontaient en montagne avec la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque les bergers qui sont en montagne se sont sédentarisés sur la plaine. Et qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui transhument, il ne reste plus que 3 mois en montagne. Ça change tout. Oui, donc ça perturbe les familles, c'est un facteur très fort. Il faut scolariser les enfants, et les femmes doivent s'organiser, il faut quitter un foyer, s'installer dans un autre foyer. Et donc tout ça, ça a encore changé les choses. Et puis, autre élément aussi, il y a des régions où il n'y a que les hommes qui transhument, il y a des régions où il y a les hommes et les femmes. Alors pourquoi? Vous savez encore, s'il y a 3 étages de transhumance, il y a la plaine, ou Baez, le village, et la montagne. Alors beaucoup de familles qui avaient quitté les villages dans les années 1800-1900, ils n'avaient plus rien dans les villages. Ils n'avaient plus de maison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Surtout le Sartenay. Hein. Et quand ils partaient avec les troupeaux, ils allaient directement en estive. Ils ne pouvaient plus s'arrêter dans les villages. Ils n'avaient plus de... Donc les femmes partaient, les enfants partaient en montagne. On peut changer. Alors, et ça va mélanger, c'est pas grave. Bon, je termine ce que j'ai à dire. Et si vous voulez, le Niol ou le Vénaquet, c'est différent. Parce qu'ils ont gardé des villages, ils ont les villages. Donc quand ils transhument, les hommes partent en montagne et les femmes restent au village avec les enfants. Et en montagne, il n'y a plus que les hommes. Il n'y a plus que les hommes qui vivent ensemble. Alors là, pour revenir à... Excusez-moi, ça a mélangé. La préhistoire, là, regardez, on a des traces d'élevage en Corse depuis le néolithique. Alors ça, c'est un biberon qui a été trouvé, on pense que c'est un biberon, trouvé à Basy, c'est sur la Carreau, sur le site. Ça servait sans doute à nourrir les enfants ou les vieillards. Hein. Et un autre exemple aussi, oui, des ciseaux romains, de l'époque romaine. Hein. C'est les mêmes aujourd'hui. Et là, vous avez aussi encore un filtre. On pense que ça servait à filtrer du lait. Trouvé aussi à Basy, hein, sur des morceaux de tesson. On pense que ces objets ont un lien étroit avec l'élevage. Et là, vous avez Kaori. Kaori, c'est la continuité, puisque vous avez encore de l'élevage à Kaori. Hein. On trouve... ça ne s'est jamais arrêté, en fait, dans cette région. Il y a une continuité depuis la préhistoire. Ce qu'on trouve aussi sur ces chemins de transhumance, ce sont des marqueurs préhistoriques. Ça, j'en connais bien. Ce sont un alignement de menhirs de Punta Vergine, qui est sur un chemin de transhumance entre Barrette, Tali et Lourdes. C'est un axe important pour les bergers. Et vous avez donc un alignement de menhirs qui est sur ce chemin de transhumance. Voilà donc l'alignement de menhirs, que malheureusement, dans un état d'abandon, on ne peut pas dire autre chose. Hein.
Là encore, autre chemin de transhumance avec des marqueurs préhistoriques, c'est le chemin de transhumance entre Pianello et la Ligiani. Vous avez cette pierre, là, continue. Vous avez une pierre qui est marquée avec des sigles, hein, qui a été analysée par des préhistoriens. Ce serait-il une représentation du ciel à l'époque néolithique. Oui, donc on a des traces. Et autre élément aussi important, des sites christianisés. On trouve beaucoup de chapelles, hein. Alors, c'est là, c'est San Giacomo, au col de Tenda, au-dessus de Petralba. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a christianisé beaucoup de sites en construisant des chapelles. Mais ce sont des chemins de transhumance, ce sont des mouvements. Donc, ce sont des chemins qui permettent le passage des bergers, tout simplement, et qui sont depuis des millénaires. C'est comme ça, hein. Voilà, donc une transhumance type. Ils partaient avec les ânes, c'est à Ghisonaccia, hein, ils montaient à Ghisoni. Ce sont les... Vas-y. Voilà ce que donne aujourd'hui. On a essayé avec Jean de reconstituer une carte des chemins de transhumance. Alors moi, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Je suis allé voir des bergers, je leur demandais, quand tu vas quelque part, donne-moi les noms, tous les noms du sentier que tu empruntes pour aller sur ton estive. Alors, ils ne comprenaient pas. Je dis oui, mais les noms, c'est important parce que ça permet justement de situer dans l'espace le mouvement du berger. Alors j'ai collecté des tas de toponymes, hein. Tout à l'heure vous verrez, hein. Alors pourquoi les toponymes? Parce que quand vous êtes à Bastia ou à Ajaccio, boulevard Pau ou les cours Napoléon, quand vous êtes à la campagne, vous avez un troupeau, il faut connaître un jardin, il faut connaître le nom, le lieu où se trouve ce troupeau. Donc le territoire était parfaitement identifié. Et moi, j'ai été surpris par la richesse des toponymes qui ne sont pas sur les cartes d'ailleurs. Vous avez les cartes IGN, vous avez à peu près 2 toponymes sur 10. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode la toponymie, hein, qui était en train de disparaître complètement, hein. Alors, vous voyez, donc le maillage des sentiers, donc ça veut dire qu'aucune région n'était isolée. Il y a pas vous savez, le mythe de dire les régions isolées, c'est totalement faux. Totalement faux. Regardez cette carte, hein, vous montre bien le maillage qu'il y a sur le territoire, hein. Il en manque des chemins là, hein. C'est un chemin emprunté depuis des millénaires. Et si vous prenez le plan terrier, par exemple, sur le plan terrier, vous allez retrouver ces chemins. Donc ils n'ont pas bougé depuis, hein. Tout à l'heure, on verra comment les routes modernes ont modifié ces tracés. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple intéressant, le Niolo. Pourquoi le Niolo? Parce que, si vous voulez, en Corse, chaque village a une Biaia. Donc, chez la Biaia, les Niolais n'avaient pas de littoral. Donc, ils avaient une transhumance rayonnante. Ils partaient de tous les côtés. Vous voyez, ils vont dans le Cap Corse, ils vont jusqu'à Bonifacio, ils vont en Balagne, ils vont à Galeria. Donc, si vous voulez, ils rayonnent parce qu'ils sont à la recherche d'un territoire littoral. C'est avec Asco. Asco, c'est le deuxième exemple aussi de bergers qui ont tracé toute la Corse, en fait, hein. Et eux, ils ont contribué beaucoup à identifier le territoire. Ensuite, voilà, un exemple aussi de transhumance de Bonifacio pour aller dans le Couchone. On ne peut pas grossir, là, pour montrer un peu un exemple de collecte de toponymes, hein. Je vais demander à Noël Roghi, qui est toujours berger à Bonifacio, de me donner tous les toponymes depuis Bonifacio jusqu'à Serra di Scopamene, bergerie di Isardi. Il mettait 3 jours pour atteindre le site avec les troupeaux. Donc là, on a collecté tous les toponymes, hein. Oui, cette route, souvent les routes nationales, aujourd'hui, suivent ces sentiers. Sauf quelques exemples différents. Autre exemple aussi de chemin de transhumance, vous avez là, c'est le Propriano Sartène qui vont dans le Couchone et dans le Tard. Oui, donc il y a plusieurs sentiers identifiés, hein. Ça a été compliqué, donc la route souvent suit les sentiers, mais là, oui, là, il y a tous les toponymes, hein, qu'on a collectés. Autre sentier aussi là, ce sont les sentiers qui sont autour de Cargèse et Porto, etc. Donc, c'est des sentiers qui sont empruntés à la fois par les bergers de Partinello et des bergers du Niolo. Et donc, il y a des communications importantes, hein. Et on a pu retrouver ces sentiers grâce justement au témoignage des derniers bergers il y a une dizaine d'années. Là, c'est autre chemin important. Alors, ça, c'est très symptomatique
donc la modification des sentiers. Ça, c'est le Cap Corse. Donc, dans les temps anciens, les transhumants se faisaient par les crêtes. Ils partaient de Rogliano, ils suivaient la crête jusqu'à Bastia. Oui, donc les routes littorales, aujourd'hui, donc les bergers, jusque dans les années 50, ils suivaient les chemins donc par le littoral. Hein, et ce sentier a disparu. Il a été réhabilité justement pour le tourisme, mais en fait, ce qui est intéressant, on a retrouvé tous les toponymes, enfin, ou presque tous les toponymes. Hein. Exemple justement d'ouverture des routes à la fin du 19e qui a fait que ces sentiers ont été abandonnés. Autre exemple de sentier, ça aussi c'est un sentier abandonné. Vous voyez en vert, c'est la route départementale, ouverte dans les années 1860, entre Evisa et Porto. Et en orange, c'était le sentier des Aspilonca, qui aujourd'hui est à Maramare. Donc c'est un sentier qui était ouvert par les bergers, qui était ouvert par les populations locales. Hein. Autre exemple de sentier abandonné, vous avez à Basté, les gars, vous avez en vert, donc c'est la route qui permet l'accès au col d'Aise, au plateau d'Aise. Et en orange, c'était le sentier historique qui permettait de Basté, les gars, arriver à Aise, puisque la route n'existait pas. Et donc, ce qui est intéressant, quand les sentiers disparaissent, les toponymes disparaissent. C'est ça le problème. Et ça a été très compliqué, je vous l'ai déjà dit, de retrouver, puisque la mémoire, vous savez, souvent, comme ils n'utilisent plus les territoires, souvent ils oublient les toponymes. Hein. Voilà, ça c'est un autre exemple de... Là, c'est aussi intéressant, le sentier entre le Corté et le Niolo. Alors, quand vous avez donc la route nationale... Oui, la grande boucle, c'est donc Castire par la Scala de Santa Regina. Mais le sentier historique partait de Corté, il longeait le Tavignano, vous voyez en bas, hein, il longe le Tavignano, il remonte au col de l'Arinée, là il arrive dans le Niolo. Et vous aviez deux passages, un qui par l'arche de Corté, le deuxième par le Tavignano. Là aussi, des sentiers, ceux-là, ils sont complètement disparus. Et là aussi, les toponymes, on a eu grâce à quelques bergers qui nous ont redonné, les Castellani en particulier, Ange Castellani, qui a fait la transhumance, qui a pu me redonner une partie de cet toponyme. Alors, autre problème du pastoralisme, les conflits de territoire. Il faut comprendre, quand il y a des milliers de bergers, les territoires sont à la fois recherchés et souvent même objet de conflits. Alors, vous avez une carte ici où on voit l'occupation littorale par région. Oui, donc le Niolo, vous le retrouvez dans le Cap, vous le retrouvez à Galeria, vous le retrouvez un peu en plaine orientale. Ensuite, vous avez Asquesi qui sont en Balagne, vous avez le Evisa, Nioloasco qui sont dans Lucia, Bucugnano, Bastilega qui sont autour d'Ajaccio. Vous avez les Sartenais, le Taravo qui descendent sur Sartène, l'Altaroca, vous les avez entre Bonifacio et Porto Vecchio, mais aussi dans le Sartenais. Et vous avez le Niolo, le Fiumorbo, et à l'Ir, il y a Ghisonaccia. Oui, donc l'occupation spatiale est bien définie. Hein. Donc il y avait une organisation entre bergers, ils savaient qu'on ne devait pas aller empiéter sur les territoires du voisin. Et vous avez le même phénomène en plaine, ou en montagne. Voilà, la montagne, c'est pareil. Vous avez des territoires en montagne qui sont occupés par des communautés. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites l'analyse des cartes aujourd'hui, l'espace pastoral ne correspond pas à l'espace administratif. Donc vous avez la forme des cantons, mais l'espace pastoral n'a rien à voir avec les cartes administratives. Tout ça, c'est aussi un changement majeur dans l'occupation de l'espace en Corse, hein, puisqu'on a créé des divisions artificielles hein, qui ne correspondent pas du tout aux réalités sociales et économiques de l'époque. Oui, par exemple, là, vous trouvez, dans la montagne, vous trouvez, par exemple, Bastiler Bocugnano, ils sont en contact avec les bergers de Ghigioni. Ils sont même en bagarre, donc il y a des conflits importants sur les crêtes. Vous avez Porto Vecchio et Sartène, les bergers de Porto Vecchio et de Sartène étaient en conflit dans le Cuscione. Et il y avait aussi les bergers du Fiumorbo. Donc imaginez l'organisation de l'espace qu'il faut, il y avait des juges de paix, c'était très compliqué pour justement un espace qui était restreint, puisque la Corse est une montagne, hein, il y a très peu de plaines. Et en plaine, les terrains étaient, parce qu'il y avait aussi les cultures. Hein. Donc il fallait être malin et avoir souvent les moyens pour avoir des pâturages. Alors pourquoi il y a des conflits? Regardez cette carte. La concentration des bergeries
qu'il y a autour du Monte Padro, autour de le Giussani, c'est le Giussani, Ascou et la Balagne. Regardez sur cette montagne le nombre de bergeries qu'il y a. Donc on a pu collecter, et la moitié ont disparu. Hein. Moi j'ai fait une enquête orale, donc on a retrouvé, souvent on voit des tas de pierres, mais on a pu avoir, grâce aux bergers, les noms, les toponymes de ces bergeries. Imaginez les conflits qu'il pouvait avoir là, quand le troupeau allait paître dans la bergerie du voisin. Donc ça devenait compliqué. Alors c'est ça qui explique en fait une organisation de l'espace. Il y avait un espace qui était organisé. Hein. Il était organisé. Il ne faut pas s'imaginer non plus c'était l'anarchie. Mais de temps en temps, il y avait des problèmes. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 18e, 1850 les préfets, parce qu'il y a tellement de conflits, les préfets ordonnent une délimitation des territoires en montagne. Ça, c'est le cas de Pianello, là, c'est le petit village qui est là à côté. Ils sont en conflit avec Mazzola, donc délimitation. Ensuite, ils sont en conflit avec le village de Matra, autre délimitation. Ils sont en conflit avec Ibirelli, avec Alejani, autre délimitation. Et toute la Corse a été comme ça. Et malgré ces délimitations, les conflits ont perduré, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas à manger pour tous les troupeaux. Alors, autre exemple, on en parlait tout à l'heure, donc les formes de transhumance. Là, vous avez le Nio, il n'y a que des hommes. Oui, ils sont en montagne, mais hein, ils vivent entre eux, ils sont organisés, donc ils s'entraident, ils vivent dans une cabane. Moi, il y a Antoine Castellane, il me disait qu'ils étaient 14 dans une cabane, au bergerie d'Inadil. Ils vivaient à 14 dans une... Vous vous rendez compte, 14 dans une pièce. Là, il ne fallait pas qu'il y ait des râleurs ou des gens, il fallait donc qu'il y ait une harmonie dans la vie. Il fallait s'aider, il fallait traire, il fallait faire le fromage. Autre exemple aussi, c'est le Vénaquet, vous voyez des bergers de Vénaco, puisque les femmes restent au village. Les femmes ne vont pas en montagne, donc il n'y a que les hommes qui partent. Ça, vous avez une bergerie de Vénaco. Et là, vous avez un exemple des femmes et des hommes qui transhument. Là, c'est Tiller dans le Nio, le Tiller restait à part, donc comme c'est près de la route, les bergers partaient avec la famille. Oui, donc il y a les femmes et les hommes qui montent à cheval. Et là, vous avez à Ghisoni, c'est extraordinaire, moi je trouve cette photo extraordinaire, c'est... le berger qui amène sa mère en transhumance, hein. Il amène au bergerie de Cabanil en Ghisoni. Donc là aussi, à Ghisoni, ils vivent en famille. Donc, oui, donc c'est la différence qu'il y a entre... Ensuite, regardez le Couchone, c'est 1898, regardez les femmes, parce que les bergers sartenais n'ont plus de village dans le Tarbes, donc ils sont obligés de partir directement en montagne avec la famille. C'est une transhumance directe, hein, on appelle ça transhumance directe. Ensuite, voilà, ça c'est Boccognano. Au-dessus de Boccognano, vous avez encore ils allaient en famille en montagne. Continue. Alors, l'habitat. Quand on se déplace, il faut aussi se loger. Alors moi, ça m'a vraiment intéressé parce que je me demandais, mais comment vous viviez en montagne, comment c'était organisé? Alors, il me dit d'abord les grottes. Alors, c'est l'habitat le plus ancien, c'est la grotte. Ça, c'est Scafa, au-dessus de Castiglione, une grotte où ont vécu des bergers dans cette grotte. Autre exemple, dans le Cap, où les bergers m'ont montré, c'est à Pedrigaio, là, bergerie au-dessus de... Ils vivaient dans la grotte, ils montaient l'été, ils restaient 3 mois dans les grottes. Alors, ils me disaient, il y avait de l'humidité, bon, elle n'était pas bien, mais bon, ils n'avaient pas trop le choix. Autre exemple de grotte, Pedrabinsou dans le Nio, le Joseph Aquavivre, il vivait dans cette grotte. Imaginez un peu la vie qu'il devait avoir. Ensuite, autre exemple aussi, dans le sud, Moutsasca sur le Couchone, qui à mon avis est un site préhistorique. Hein, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est un site qui devrait être fouillé, parce que c'est un site qui est très ancien. C'est un abri sur roche. Hein. Et alors, autre étape dans l'habitat, les maisons en terre. Alors ça, c'est à Aléria. On trouvait jusqu'à il y a 40 ans ce type de maison. Je passe la prochaine photo. Voilà, on avait reconstitué à partir de témoignages donc la cabane des bergers. Alors, elle est faite de branchages et un châssis en bois, donc avec des branchages tressés recouverts d'hydraros. Ils vivaient dans ces cabanes, hein, qui malheureusement qui ont disparu. Autre étape aussi d'habitat. Ensuite, on passe aux cabanes en pierre. Hein. Alors, vous avez la différence entre le nord et le sud en fonction des matériaux. En fait, quand ils arrivaient, ils prélevaient sur place. Ils étaient opportunistes. Hein. Ils prenaient ce qu'ils trouvaient. Hein. S'il y avait des toits, s'il y avait du bois, ils faisaient des toits en bois. S'il y avait de la pierre, ils faisaient des toits en lauze. Hein. Ils ne pouvaient pas
se prenaient pas la tête, mais ils réfléchissaient, il y avait une réflexion permanente. Hein. Moi, ce qui m'a frappé chez le berger, c'est cette façon de réfléchir et d'analyser l'espace, de réfléchir et de comprendre les choses. Et en plus, il expérimentait. Il tentait un coup, c'est comme un peu le dôme de Florence. Hein. Ils ont essayé une fois, ça s'est écroulé, 2 fois, et puis la 3e fois, il faisait comme ça, il fonctionnait comme ça. Alors c'est pour ça que quand on dit un savoir-faire, moi, des fois, je demande aux gens de définir un savoir-faire. Je ne sais pas si vous avez une définition d'un savoir-faire. Ça s'appelle réponse à un problème. Tout simplement. Hein. Donc ils avaient des problèmes, il fallait qu'ils trouvent des solutions. Et là, dans le Nio, donc il n'y a pas de lose. Alors, ils faisaient des toits en bois, escandolés. Les toits en bois, oui, c'est des cabanes en pierre. Hein. Ça, c'est à Renuccia. Là, vous avez les bergeries de Pianello, ou de Iberi. Vous avez donc le troupeau qui est carrément collé à la cabane. Hein. Ensuite, autre exemple de... Voilà, donc avec de la pierre locale, toujours. On va passer à autre chose. Ça, c'est l'Alta Rocca. Oui, donc les maisons ne sont pas pareilles. Les toits sont en tuiles, en mattone, calés avec des pierres. Alors, il mattone, il est moulé dans les... Je ne sais pas si vous savez, on le moulait dans les cuisses. Hein. C'est les femmes on faisait une espèce de galette en argile et puis on moulait sur la cuisse, hein, la tuile canal en fait. Hein. Et c'est comme ça qu'on faisait les tuiles dans les temps. Voilà, autre exemple, oui, elles sont totalement différentes des bergeries du Nord. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc c'est du granit et les toits, ils sont en mattone, avec le calage en pierre comme ça. Hein. Autre exemple aussi de une cabane encore du Sartenay. Continue. Alors, la vie dans les cabanes. Là, ils vivaient à 14 dans une pièce. Femmes, enfants, ce sont les Luciani de Casamaccio qui vivaient près de Calvi, qui est une cabane près de Calvi. Ils vivaient à 14 dans la pièce. Continue. Voilà. Ça, c'est l'intérieur d'une maison, d'une cabane de berger dans le Bosio. Alors, ce qu'il faut comprendre, le côté dénudé de ces cabanes, en fait, la cabane, ils ne font que dormir. Hein. Ils sont toute la journée, ils sont à l'extérieur. Ils gardent les troupeaux, les femmes s'occupent des enfants, ils font du fromage. Donc, vous savez, une famille, c'est une petite une industrie. Tout le monde a un rôle. Hein. Tout le monde joue un rôle. Les enfants travaillent, les oncles travaillent, les femmes travaillent. Et donc, là, ils vivent en fait, ils ne font que dormir. Alors, vous avez le plancher qui est par terre et ils mettaient un matelas quand ils avaient de la laine, sinon c'était des branchages, ils zacconi, ils baiacci, ils dormaient sur des... qui jetaient quand c'était fini, ils les jetaient, tout simplement. Hein. Oui, donc là, on a eu la chance, c'est rare des photos de l'intérieur de cabane. J'ai trouvé ces photos à Galeria, chez les Pancrazio Zusini. Alors, pourquoi ces photos? Il m'a dit, on était en 1938. Il m'a dit, il y avait un orage. Il m'a dit, un soir, on entendait taper à la porte. On a ouvert, il y avait 2 hommes et une femme. Il m'a dit, c'est des alpinistes anglais. Ils étaient même étonnés de voir ces gens-là. Et ils avaient un appareil photo, ils ont pu les photographier. Donc ils ont reçu, quelques mois plus tard, ils ont reçu les photos. Il y en a une autre. Regardez un peu, c'est extraordinaire, hein, le côté pratique. Hein. La chaise, ce sont des billots de bois, tout simplement. Ils ne se prenaient pas la tête pour... Ensuite, autre photo. Regardez le feu, regardez la couleur des murs. Hein. Alors, ils vivaient dans la fumée en permanence. Ils me disaient qu'on avait mal aux yeux parce qu'on était habitués. Oui, voilà le style de cabane dans lequel ils vivaient pendant 3 et 4 mois. Hein. Voilà, ça c'est une cabane dans le Sartenay. Là, il y a la cheminée. Contrairement soit il y a le fougone, là aussi, il y a plusieurs types d'âtres, cheminées, fougone et zida dans le Sartenay. Autre élément important, l'organisation de la bergerie. Alors moi, ce qui m'a frappé, quand je suis arrivé dans ces bergeries, je ne comprenais pas la disposition des... Je disais, mais comment vous étiez organisé? Alors là, c'est intéressant, c'est Urcola. Urcola, regardez, on va montrer avec ça. Regardez, là, vous avez les enclos pour les chèvres et pour les brebis, ou gompolo. Alors, pourquoi il y a ces enclos? Parce que la brebis est difficile à traire. Donc, ils sont obligés de les coincer dans les couloirs et puis ils avancent, ils traient et ils font passer la brebis à l'extérieur. Hein. On appelle ça ou gompolo, ou mugnidoio, ou strignidosio. Vous avez à côté les enclos des chèvres qui sont ronds. Pourquoi? Parce que la chèvre se laisse traire facilement, contrairement à la brebis.
La chèvre, quand vous êtes dans l'enclos, elle attend que vous allez la... Voilà, donc pas besoin de les coincer dans les couloirs. Hein. Ensuite, vous avez la cabane de vie qui est là. Vous avez Udiustrone, c'est-à-dire le lieu de vie, on fait le fromage, on fait la sieste, on mange là. Là, vous avez les enclos, on peut garder des agneaux à la limite. Et là, vous avez le cagile. Donc, pourquoi ça? Parce qu'ils essaient de faire le moins de pas possible. Hein. Donc, c'est vraiment... C'est calculé. La bergerie, elle est vraiment calculée pour essayer de se déplacer le moins possible dans la bergerie. Parce qu'ils marchent beaucoup derrière les troupeaux. Donc, quand ils sont sur place, il faut qu'ils s'organisent. Alors, autre exemple d'organisation... Là, c'est ce routier, là. Oui, ça, c'est pareil. Hein. Vous avez la cabane qui est là, vous avez le lieu de vie qui est là, vous avez les enclos de traite qui sont là, et vous avez le cagile qui est juste là derrière. Oui, donc on a des enclos de brebis, là, il y a des enclos de chèvres, la cabane et le lieu de vie. Autre élément encore, ça, c'est la Ginao, la bergerie de la Ginao, au-dessus de Coinza, au col. Et là aussi, c'est pareil, vous avez... Alors là, il y a des jardins. Alors là, par exemple, ces enclos, c'est des jardins. Hein. On cultive des pommes de terre. Donc, et la cabane est là. Oui, les cabanes sont là. Hein. Et là, il y a les endroits où on garde le fromage qui sont là. Et le troupeau est en liberté. Là, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est le berger qui s'est enfermé et c'est le troupeau qui est à l'extérieur. Oui, l'organisation. Autre exemple encore, ça, c'est les bergeries je ne me rappelle plus, au-dessus de Tramizzone. Là, c'est intéressant. Vous avez les cabanes, 9 cabanes ici qui sont ruinées. Vous avez les enclos des chèvres. Là, vous avez des enclos de traite. Et là, vous avez le cagile qui est commun. C'est-à-dire que le cagile sert à tous les bergers. Chaque berger a son coin. Donc, un cagile. Vous voyez, donc, entre la traite, entre l'enclos de traite et la cabane, il y a le cagile. Il n'a pas été placé là par hasard. Hein, parce qu'en plus, regardez où il est. Il est près du ruisseau. Parce qu'il faut de l'eau aussi pour faire le fromage. Hein. Oui, donc cette réflexion qu'il y a autour de ces bergeries. Là, c'est Ghisoni. Elle a disparu. Hein. C'était la station de ski. Vous aviez les cabanes hein, avec les toits en scandole. Et le four à pain qui est là. Là, on a le four à pain qui est commun. Oui, les cabanes sont organisées autour du four à pain. Voilà, donc là, alors, maintenant on va parler un peu des mouvements de population entre la plaine et la montagne. Ça, c'est une transhumance à Ghisoni. Alors, exemple, alors cette carte, on a recensé donc, les bergeries de montagne et les bergeries de la plaine. Alors, ce sont les mêmes personnes qui vivent là et là. Là, vous avez le Bosio et Pianello, et là, vous avez la plaine orientale, à Aleria. Caderaio, tout ça, et vous avez la commune de Talone et les Lunarie. Là, il y a des bergers du Bosio, là, les bergers de Pianello, ils ne se mélangent pas. Hein. Et là, vous avez en montagne les bergeries de Pianello et les bergeries du Bosio. Oui, donc là, on voit bien avec ces cartes, on voit bien qu'il y a des mouvements de population. Ce sont les mêmes personnes hein, que vous avez en haut et en bas. Autre exemple. Là aussi, vous avez le même problème avec Venaco, Venaghesi. Venaghesi transhumés sur la plaine. Hein. Vous les avez ici en montagne, hein, entre Casano, Abo, Giubioario, etc. Et puis vous les trouvez sur la plaine orientale, mais pas sur Aleria. Ici, ils ne sont pas, il y a ceux de Pianello. Donc vous les trouvez autour de Casevecchie, Campoguaccio, Linguicetta. Et puis, oui, donc ils sont chacun son espace. Hein. Il n'y a pas d'interférence entre les bergeries. Autre élément aussi, c'est le Crusini, la Cinarca. Pareil, hein. Vous avez toutes les bergeries de montagne, hein, et puis vous les trouvez autour de Sagone et Tiuccia. Voilà, on les retrouve l'hiver, on les retrouve ici. Et en montagne, ils sont éparpillés dans tous ces sites montagneux. Autre exemple encore, il peut y avoir des exemples à l'infini. Hein, vous allez trouver, c'est pareil. Hein, là, vous allez il Fiumorbo, hein, Ghisonaccia, Ghisoni. Vous avez Ghisoni ici, hein. Les bergeries de Ghisoni, et puis l'hiver, ils sont ici à Ghisonaccia. Hein. Ah, donc l'espace est totalement occupé. Hein. Contrairement, on dit la Corse déserte, c'est pas vrai. La Corse n'était pas du tout déserte. Hein. Et là, vous avez alors, la concentration des bergeries. Alors moi, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. Les agriates. On dit que les agriates, c'est un désert. C'est pas vrai, les agriates ne sont pas un désert. Alors pourquoi on l'appelle désert? J'ai eu l'explication. En Corse, on dit
di un deserto. Mais ça veut dire qu'il n'y a personne. Alors les gens qui venaient l'été, les visiteurs l'été, dans les Ariates, l'été, il n'y a personne, ils sont en montagne. Hein. Donc ils voyaient un anime, il y a un deserto. Mais il y a de l'eau, il y a 58 fontaines dans les Ariates. Plus tous les ruisseaux. Ah oui, toutes les bergeries sont organisées le long des ruisseaux. Hein. Alors quand il n'y avait plus d'eau, ils s'en allaient, ils partaient sur Asco, c'est tout Aschesi. Hein. Il y a des chevriers d'Asco et de Sant'Ovidruidanda. Il y avait plus de 1000 personnes l'hiver dans les Ariates. C'était des cabanes, des petites cabanes, hein. Ils vivaient en famille. Voilà, regardez autour de Sartène, les bergeries qu'il y a autour de Sartène. Vous vous rendez compte ? La concentration qu'il y a, et puis il en manque, hein, parce que malheureusement, on n'a pas tout retrouvé. Hein. Et puis un autre exemple aussi intéressant, c'est le Niolo. 180 bergeries trouvées. Hein, on a trouvé, je pense qu'il y en avait plus que ça. Et là aussi, le Niolo, oui, alors, chaque commune a son territoire. L'Ozzi en bleu, vous avez Corcia qui est en vert, vous avez Albertaccia qui est en rouge, vous avez Casamaccio qui est en violet et Calaguccia qui est en vert ici. Oui, donc même au sein d'une communauté, vous avez c'est bien cloisonné. Hein. Par exemple, il y a eu des conflits dans l'Union entre villages, entre Lozzi et sur le plateau de Pacho. Ils se sont bagarrés entre eux parce qu'ils étaient en conflit avec Corté. Et ceux de Lozzi n'ont pas voulu aider les bergers de Calaguccia à faire le coup de poing avec les bergers de Corté. Ils ont été interdits de séjour dans certaines bergeries. Oui, donc l'occupation qu'il y a là, et puis c'est des occupations qui sont très anciennes. Hein. Alors, pour finir le fromage, là aussi ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres départements français, en Corse vous avez 4 types de fromage, ce qui est rare hein, pour un territoire si petit. Hein. Moi j'ai demandé à des bergers justement de me faire du fromage comme on le faisait dans les temps. Hein. Ce sont des fromages faits à l'ancienne. Alors vous avez en haut, vous avez donc des fromages sartenais il est fait dans une forme en bois et dans une forme en aluminium. Ils n'ont pas la même forme. Là, vous avez les bastiligacce. Le bastiligacce, c'est un fromage qui est semi-affiné. Ensuite, vous avez le fromage du Nord, hein, le Niolo, Anago, voilà. Ils sont ronds et carrés, je vous dirai pourquoi. Et en bas, vous avez le fromage de Calenzana, qui est affiné 9 mois, qui est salé et affiné. Alors, pourquoi ils sont ronds et carrés ? Parce que tout simplement, vous savez, quand on faisait le fromage, on le mettait dans des formes en jonc, evatoie, gajaille. Mais certains n'avaient pas assez de cajaille, et donc ils faisaient des espèces comment on peut dire ça, des auges, et on les mettait dedans, ils étaient carrés tout simplement. Mais qu'ils soient carrés ou ronds, ça aucun impact. C'est le fromage, c'est le goût du fromage. Hein. Ce sont les mêmes fromages. Alors ces techniques fromagères, elles sont différentes, alors on va continuer. Voilà un exemple reconstitué d'une bergerie, fabrication du fromage, Niolo Anago. On a reconstitué donc... Oui, le berger, il est dans l'enclos, hein, au Giustrone. Donc vous avez à Radiadoia, tout est en bois. Hein. Ce sont les bergers ou les artisans qui fabriquent les ustensiles. Hein, ils n'ont pas les moyens d'en acheter. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Tout est en bois. Regardez, ils sont à dîner, là, poutrère, elle est en bois. Vous avez escafes pour les gouttoirs, elles sont en bois. Vous avez les cuillères qui sont en bois. Vous avez les cajailles qui sont en jonc. Oui, la cuillère en bois. Et ils fabriquent tout eux-mêmes. Hein. Ça aussi, c'est intéressant de voir les savoir-faire qu'ils avaient. Hein. Voilà, vous voyez donc l'exemple Haute-Corse, un fromage à pâte pressée, à pâte molle, non pressée, l'égouttage naturel. Hein. Ah oui, donc on les accouplait, parce qu'avant ils faisaient des gros fromages. Hein. Ça, Joseph Acquavive. Continue. Là, on est dans le Liamone, les Poli, qui m'ont montré comment on faisait le fromage dans les temps anciens. Là, on n'est plus dans les normes européennes. Hein. Et continuez, Guédon. Et là, vous avez Ascaf, ah oui, parce que souvent, l'endroit où ils faisaient le fromage et l'endroit où ils l'affinaient était assez loin, donc ils avaient des escafs, des planches pour transporter le fromage, hein, de la fromagerie au lieu d'affinage. Ça, c'est Antoine Padrone di Mozzo. Oui, le Cagile, alors ça c'est intéressant. Oui, le Cagile, c'est astucieux, ils avaient prévu un petit espace pour introduire un SCAF
scafaio. Et continue. Et le berger, il rentrait à quatre pattes. Alors pourquoi il y a cette petite ouverture? Parce qu'il faut maintenir une température constante dans le cagile. Et donc il y avait une ouverture minimum, il fallait rentrer à quatre pattes, hein, température entre 12 et 15 degrés. Mais l'été comme l'hiver, hein. C'est pour ça qu'il n'y a que cette ouverture. Voilà l'intérieur d'un cagile type de Haute-Corse. Hein. Vous avez donc les planches en bois et puis vous avez la structure. Soit c'est une grotte, soit c'est de l'encorbellement, c'est un système en voûte. Continue encore. Et là, vous avez l'utilisation. Comme ils n'ont pas de... Le problème, c'est les mouches. Ils ont des problèmes avec les mouches, avec les vers. Donc, ils mettent de l'élébore. Parce que l'élébore est un vermicide. Ils avaient compris, à Nocre, ils avaient compris que cette plante éloignait les mouches. Donc, ils couvraient les fromages d'Inoka, justement pour empêcher que les mouches viennent pondre des vers dans les fromages. Continue. Alors là, on est dans le sud. Autre technique. Marcel Alliot, ils font du pressage. Donc ils pressent le fromage à pâte pressée. Donc le lait est chauffé. Alors en Haute-Corse, il n'est pas chauffé. Lait chauffé et pressé. Vous voyez encore Madame Casabian, qui est décédée il y a 2 jours. Et donc dans sa cabane à Sartène. Hein. Oui, donc l'organisation. Oui, donc elle a la planche. Là, elle récupère le petit lait pour le brooch. Oui, les formes en bois. Formes en bois qui ont disparu, qui étaient taillées par les artisans locaux. Hein. Voilà, donc alors le fromage, là, il est posé sur des planches, des clés en jonc et fumé. Voilà le fumage. Hein. Alors, il n'est pas fumé volontairement, en fait. Hein, mais comme il y a le feu qui est toujours allumé dans la cabane, parce qu'il cuisine aussi, hein, donc le fromage profite de la fumée ambiante. Hein. Alors, aujourd'hui, malheureusement, le fromage fumé n'est plus tellement recherché, parce que les goûts ont changé, en fait. Hein. Bon, mais avant, les fromages étaient fumés, ils sentaient la fumée. Hein. Voilà, vous voyez les différences de... Alors là, pourquoi cette photo transhumance. Regardez un peu, aujourd'hui, on ne peut plus transhumer comme ça, c'est plus possible. Hein. Là, c'est une transhumance à Ghisonaccia avec M. Gambotti. Il y avait 2 km d'embouteillage. Hein. Donc moi, je lui ai dit, monsieur, je m'en fous, ils n'ont qu'à rester chez eux, les touristes, voilà. C'est un peu les réponses qu'on avait. Hein. Donc la transhumance, aujourd'hui, c'est plus possible, autre exemple. Hein. Voilà, regardez, c'est plus possible de transhumer comme ça. C'est une des causes, alors... Voilà. Moi, pour finir, on finit les photos, je veux dire 2 mots. C'est la spéculation aussi, autre élément aujourd'hui du déclin, hein, parce qu'il y a plusieurs causes du déclin du pastoralisme. Une des causes, c'est l'urbanisation, hein, effrénée. Regardez là, on est à Linguicetta, c'était un lieu, le berger, regardez, il n'a plus d'espace. Hein. C'était le pâturage du berger. Hein. Il se balade avec ses brebis au milieu des maisons. Et les gens rouspètent, ça sent mauvais, etc. etc. Donc il a arrêté, il arrête cette année. Voilà, le Fiumorbo, regardez le Fiumorbo, regardez la plaine. Hein. Les bergers n'ont plus accès au littoral. Ils n'ont plus de territoire sur la plaine. Hein. Alors une transhumance, ça ne veut pas de plaine, on ne peut plus... Transhumance, c'est pleine montagne. Hein. Si l'un des 2 secteurs disparaît, la transhumance va disparaître. Hein. Et là, vous avez la photo qui fait moins symbolique, oui, le terrain à vendre, hein, le berger qui perd son... Alors, moi, je pense que... Ça, c'est un point de vue que je donne. Hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y a plus que 7 ou 8 bergers qui font du fromage en montagne. Bon, alors là, ils ont fait un comité de massif. Bon, moi, je veux bien, bon, peu importe. Le problème, c'est savoir, les jeunes bergers aujourd'hui, est-ce qu'ils ont envie de vivre comme vivaient les gens Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les estives sont loin, l'accès est difficile. Il faut avoir des mules, des mulets, des ânes, etc. Est-ce que le jeune berger, s'il a des femmes et des enfants, est-ce qu'il peut partir 3 mois en montagne et rester 3 mois avec sa femme et ses enfants? Je ne suis pas convaincu. Ça, c'est sûr, hein, je ne suis pas du tout convaincu. Hein. Ensuite, il y a le mode de vie. Ce sont des cabanes qui sont totalement ruinées, donc il faut les remettre au goût du jour. Autre élément, la traite. On ne peut plus traire. Vous savez, les animaux qui sont traits à la machine, on ne peut plus les traire à la main. Ils ne se laissent plus traire à la main. Donc il faut trimballer des machines à traire en montagne. Ça devient aussi compliqué. Ensuite, bon, il y a l'eau, Antoine.
qui est bien placé pour savoir que le tarissement des sources, cette année, par exemple, Emmanuel est un berger d'Alier, il n'a pas pu transhumer sur le San Pedrone. La source était tarie, une source tarie sur le San Pedrone. Vous vous rendez compte, les problèmes, alors, les problèmes sont multiples hein, aujourd'hui. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a une cause du déclin des transhumances, mais effectivement, il y a des facteurs qui se sont accumulés qui font qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus envie de transhumer. C'est plus possible. Et puis un troupeau, c'est une responsabilité. Hein. Quand vous allez en montagne avec un troupeau, il faut le surveiller, le troupeau. Il ne faut pas laisser un troupeau à l'abandon. Parce que si vous voulez, dans les temps, quand il y avait une estive, vous aviez par exemple 10 troupeaux sur une estive. Les troupeaux se surveillaient entre eux comme ça. L'espace était réduit, donc il y avait toujours un berger qui regardait. Mais là, aujourd'hui, le berger qui part, il est seul. Hein. Et quand il est seul, qu'est-ce qu'il fait le troupeau? Il s'éloigne de plus en plus. Et il agrandit son espace. Hein. Et moi, j'ai un ami, Paul-Marie Nicolosi, qui est à Aléria. Il y a 2 ans, il a perdu ses chèvres au Venaco. Il ne trouvait plus ses chèvres parce qu'il est seul sur l'estive. Il est remonté. Pendant 15 jours, il a cherché le troupeau de chèvres qu'il a trouvé sur Guagno. Vous vous rendez compte? Oui, ça, c'est des éléments qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile, moi, je pense. Moi, je suis vraiment sceptique sur, au moins sur l'avenir des transhumances. Hein, parce qu'après, il y a le côté romantique. Hein. On voit la transhumance, le côté romantique de la transhumance. Mais la transhumance, c'est complexe. Hein. Ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Ça se prépare, il faut partir avec un troupeau, il faut s'organiser, il faut surveiller le troupeau, il faut produire. C'est très, très compliqué. Quand on voit ça de l'extérieur, bon, c'est vrai, c'est beau le berger, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, je ne sais pas comment voyez-vous l'avenir de l'élevage. Moi, ce n'est pas pour décourager les jeunes aujourd'hui, mais je pense que la transhumance, à mon avis, elle vit ses derniers jours en Corse. Hein. Sauf s'il y a il y a quelques militants du pastoralisme. Il y aura toujours des militants hein, qui iront en montagne, qui feront du fromage. Il y aura toujours, mais si vous voulez, la transhumance dans sa globalité, à mon avis, elle est en train de disparaître. C'est-à-dire en Sardaigne, ils sont pratiquement disparus. Hein. Moi, j'étais en Sardaigne plusieurs fois. Là, en Sardaigne, les bergers ne transhument plus. Parce qu'en plus, on peut les nourrir. Avant, ils transhumaient parce qu'il fallait nourrir le troupeau. Aujourd'hui, il y a du foin, ils achètent les aliments, ils peuvent le nourrir, le troupeau, en plaine. Quel intérêt de transhumer? C'est ça aussi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis tout oui. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volti patrioti, valori a cristallo, un sogno cittadella, un buria stanciare, un'idea zitella.